Alors, Caroline Simard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, TVCO, chez vous. On est privilégiés, on rentre un peu dans votre intimité. Oui. Les gens vont pouvoir comprendre que ce n'est pas une entrevue sur la politique en tant que député, mais bel et bien la personne qu'on voudrait un petit peu apprendre à découvrir, à connaître davantage. Oui. Fait que merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, 2018, vous êtes venu au monde en 1974, ça vous fait 43 ans. Quand on regarde le cheminement passé, on a même de la visite, mesdames et messieurs, c'est le chien de Caroline qui s'appelle? Tiesto. Tiesto. Hein? Bienvenue, Tiesto. Quand on regarde l'âge que vous avez versus votre cheminement de vie, est-ce que vous êtes heureuse là où vous êtes rendue aujourd'hui? Définitivement, je me sens d'abord au bon endroit. Ce que je fais aujourd'hui, je me sens en harmonie avec ma fonction. Je me sens épanouie également comme femme de ce que j'ai vécu dans le passé. Je sais que ça m'a nourrie pour occuper le travail que je fais aujourd'hui, mais être une meilleure personne chaque jour comme je souhaite l'être depuis plusieurs années déjà. Mais quand on regarde, on recule un peu dans le passé, puis des fois on se dit, ah, je rêverais de devenir, je sais pas moi, médecin, architecte, écrivaine ou peu importe. Versus là où on est rendu, est-ce qu'on a bifurqué beaucoup de sa perception qu'on avait là? Bien, j'ai jamais eu l'intention de devenir un jour députée. Ça ne faisait pas partie de mon parcours, puis ça me surprendrait que ça fasse partie du parcours de la majorité des gens quand on sait qu'on est 125 seulement au Québec à représenter l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Cependant, lorsque j'étais jeune, je voulais être conductrice d'autobus scolaire. Alors, j'avais beaucoup d'admiration pour M. Bélanger, qui était notre conducteur d'autobus. Et puis, je trouvais ça agréable comme fonction. Il était en contact avec des jeunes à tous les jours. Et puis, il était toujours souriant. J'avais une belle perception. Souvent, les personnes voulaient être coiffeuses ou autres. Donc, la première des professions que j'ai voulu occuper, Manuel, c'est ça. conductrice Et je ne suis pas manuelle pourtant du tout aujourd'hui. Mais lorsque j'ai appliqué pour l'université, d'abord, j'ai fait des études collégiales en littérature. J'ai toujours aimé écrire. Le français est extrêmement important pour moi. La protection de la langue française également aussi. Lorsque j'ai fait mes applications, j'avais appliqué pour être enseignante, suivre justement le chemin de mon père et de mon frère, qui est enseignant également aussi au niveau collégial. Et lorsque j'ai été acceptée, j'ai changé d'idée. Et j'ai continué du côté rédactionnel et puis vraiment au niveau de la langue française, puisque j'ai un baccalauréat en langue française. OK. Alors, les études dans le métier qu'on pratique aujourd'hui, est-ce que c'est très utile? C'est définitivement un atout, selon moi, d'être spécialisé en communication et en marketing, puisque ça nous permet justement d'avoir une aisance avec les médias, mais également d'être en mesure de communiquer, d'avoir des meilleures, peut-être, habilités à communiquer, à savoir comment sur les réseaux sociaux se positionner, etc. Et puis, une aisance, de façon générale, à être en contact avec les gens. Vous êtes venu au monde en 1974, comme je le disais tantôt, à Baie-Saint-Paul. Je suis née à Alma, au Lac-Saint-Jean, parce que je suis née pendant l'été. Donc, j'ai eu le privilège à la fois de naître à Alma, mais d'arriver très rapidement dans Charlevoix. OK, là, ça a été un court passage là-bas, là. Finalement, c'est juste pour dire, je suis venu au monde. Je suis venue au monde, mais c'est quand même ce qui est écrit sur mon baptistère, donc... OK. Ouais. Alors, vous êtes une étrange, finalement. Pas du tout. Non, il ne faudrait surtout pas dire ça. Je suis une charlevoisienne, attention. Mais c'est ça, c'est que ma mère est native du Lac-Saint-Jean, donc je suis née pendant l'été. On passait nos étés au chalet, donc à proximité d'Alma, pour être avec mes grands-parents, qui étaient mon parrain et ma marraine, en fait. Et donc, quand on terminait l'année scolaire, on s'en allait au chalet et on revenait en août pour commencer l'année scolaire. Les étés... Complètement. C'était sur le bord d'un lac, sur le bord... Un lac privé. Oui, c'était pas le lac Saint-Jean, c'était un petit lac privé fort agréable où on en profitait pour voir la famille de ma mère. Ah, c'est toujours agréable, ça. Mais on revenait quand même, là, on faisait des allers-retours dans le parc. D'un père qui est enseignant, d'une mère infirmière. Oui. Donc, puis d'une famille de 2 enfants. Donc, le noyau familial, c'est 4 personnes.
Exact. OK. Et l'enfance, ça s'est bien passé? Une enfance heureuse? D'après ce que je peux voir, oui. Des étés, tous les étés, sur le bord d'un lac, en pleine nature. Enfance heureuse, mes parents m'ont toujours permis de faire les activités sportives que je voulais faire. J'étais sauveteur en natation. Mon père m'amenait tous les week-ends faire ma formation à Québec. Je nageais dans un club l'été, lorsqu'on était au chalet, justement au Lac-Saint-Jean. On nous amenait à Alma chaque matin pour être en mesure de nager, de s'entraîner. L'activité physique a toujours fait partie du noyau familial. On faisait du ski de fond en famille, on jouait au golf également en famille. Alors, oui, une enfance heureuse et puis avec des parents qui savaient très bien comment rendre cet amour-là à leurs enfants. Donc, un noyau tissé serré, là. Un noyau familial quand même important et puis tissé serré dans la mesure où, justement, on était une petite famille, une famille normale quand même, à 4, mais on faisait beaucoup d'activités ensemble. Puis les grands-parents étaient proches. Mes grands-parents étaient très proches. Ça a été des personnes extrêmement significatives dans ma vie. Parce que là, on parle de 2 générations, 3e génération avec vous dans les fêtes. Donc, le lien grands-parents versus parents, je veux dire, ça s'est passé très bien. Parce que très souvent, on est jeunes, nos grands-parents sont très âgés, il y a plus ou moins de chimie, mais là, c'était pas le cas, là. Non, bien, ma mère travaillait de nuit à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Alors, souvent, j'allais dîner chez mes grands-parents qui habitaient la rue derrière chez moi. Donc, on était voisins, on se voyait tous les jours ou presque. J'allais écouter le hockey avec ma grand-mère. Elle était une fan de la Sainte-Flanelle. Donc, on écoutait le hockey ensemble. Je passais du temps avec elle au chalet aux Éboulements. Ma grand-mère, Simard, particulièrement, a été une femme très importante dans ma vie, une femme forte qui m'a beaucoup inspirée. Qui était aussi la marraine? Non. Non. C'est mes grands-parents Simard viennent des Éboulements. D'accord. Et ce sont les parents de mon père, évidemment. Puis mes grands-parents Fortin et Harvey, donc, viennent du Lac-Saint-Jean. Okay. Mon parrain et ma marraine sont au Lac-Saint-Jean. Mon grand-père étant décédé à 100 ans et 9 mois cet été. C'est quand même un âge des plus respectables. Des âges des plus respectables, une personne extraordinaire, un homme bon, avec aucun malice, avec une affection à rendre à ses petits-enfants, à ses enfants, vraiment une belle personne. Ah, ça crée des liens et en même temps, ça crée des racines pour dire, bien là, quand on s'en va dans la vie, effectivement, on est en mesure d'y faire face. Oui, bien, ma grand-mère Simard, je l'ai accompagnée lors de son décès. J'étais présente avec elle lorsqu'elle est décédée et j'avais choisi de prendre un congé de mon travail pour être en mesure de l'accompagner. Et puis, mon grand-père, lorsqu'il est décédé le 6 août dernier, j'ai passé 5 heures. Donc, j'ai pris 5 heures de ma journée. Je voulais pouvoir lui parler. Je voulais avoir le temps d'être avec lui. J'ai fait mon chapelet avec lui. En fait, j'ai fait le chapelet pour nous. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait le chapelet avec lui dans les dernières heures avant son décès. Mes grands-parents étaient dans les charismatiques, autant du côté paternel que maternel. C'est des gens qui croyaient énormément. Et puis, j'ai chanté pour mon grand-père cette journée-là, ses chansons favorites. C'était un beau moment, malgré le fait qu'un décès est toujours une épreuve très difficile. On se souvient de ça toute sa vie, ça. Ça fait partie de nous. Vous êtes une personne très sensible, d'après ce que je peux percevoir. En plus d'être une femme forte, vous êtes sensible. Je suis sensible aux gens, à ce qu'ils vivent, à ce que les gens me rapportent aussi. Donc, à ce que les gens me donnent et ce que moi, je peux leur donner en retour. Parce que quand je vous dis que je me lève chaque matin en voulant être une meilleure personne, c'est vrai. Un jour, j'ai fait le choix d'avoir le moins de gens négatifs autour de moi, de ne pas critiquer. Je dis souvent, il y a toujours 2 côtés de voir les choses à la médaille. On a le choix de prendre le côté négatif ou de voir qu'est-ce que ça nous rapporte. Alors, il y a un dicton qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne ou soit j'apprends ». Et moi, je suis vraiment dans ce mode-là en ce moment. Il y en a d'autres qui vont dire « Je vois mon verre à moitié plein versus le voir à moitié vide ». Ça fait qu'effectivement, le côté positif l'emporte. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a des lunettes roses. Non, je n'en doute pas. Il paraît que dans votre jeunesse, toute jeune, tout enfant même, vous aviez des traits de caractère déjà assez présents. Vous étiez une personne souriante, on le voit encore aujourd'hui, respectueuse, ponctuelle même, parce que quand on donnait des directives, vous étiez là à l'heure, dans les contextes, vous dites tu reviens à telle heure, c'est ça qui se passe. Mais ça, c'est une chose intéressante que vous dites, parce que j'en parlais la semaine passée, mes parents ne m'ont jamais donné de délai pour dire tu dois rentrer avant telle heure ou on ne veut pas que tu ailles à tel endroit. Ils m'ont toujours laissé le champ libre d'aller ou de revenir aux heures qu'ils me donnaient, mais par respect pour eux,
j'arrivais toujours à des heures raisonnables ou dans des conditions également raisonnables. Pour moi, c'était important. Ils me faisaient confiance, donc je voulais leur rendre la même chose. Juste un retour des choses, effectivement. Exact. C'est une belle marque. Déterminée aussi. Oui, toujours. Je l'ai toujours. Dans le fond, c'est encore un trait de caractère qui fait partie de vous aujourd'hui, ça. Oui, ça a toujours fait partie de moi. Ce l'était lorsque j'étais plus jeune. Lorsque j'ai démarré mon entreprise, je suis partie à Las Vegas. J'ai fait un contrat de quelques semaines à Las Vegas. Alors, je me disais, partir de Baie-Saint-Paul, démarrer mon entreprise, accepter d'aller faire un contrat pour les casinos de Las Vegas et puis d'animer des groupes de discussion en anglais, de rédiger un rapport en anglais. Pour moi, c'était un défi et j'ai toujours adoré les défis. Je pense que j'ai réellement besoin de cette adrénaline-là. Et je performe en ayant cette adrénaline-là. Donc, je suis au bon endroit. C'est une des raisons pour lesquelles je dis que je me sens très bien en ce moment dans ma fonction. Super. Compétitive par le fait même aussi, parce qu'aujourd'hui, dans le milieu politique, il faut être compétitif aussi, je pense. Compétitif davantage envers moi, pour moi-même. Donc, les résultats, je suis quelqu'un de perfectionniste. Je me donne des objectifs que je désire atteindre et dépasser. Oui, lorsque il y a la possibilité de performer, de se dépasser, je suis là. Mais ce n'est pas une compétition malsaine avec quelqu'un que je vais entretenir ou quoi que ce soit. Pas du tout. Okay. C'est vraiment pas ma façon d'être. Quand je faisais de la compétition de natation, je n'étais pas celle qui s'entraînait le plus, mais j'avais quand même de bons résultats. Mais mon objectif était toujours de me dépasser, moi, par rapport à moi-même avant. J'avais quand même... j'aimais quand même la dynamique et je l'aime encore en 2018. Là. Une personne qui bouge, donc sportive aussi. On parle de natation. Y a-t-il d'autres sports qu'on pratiquait? Bien, j'ai fait du ballet jazz pendant plusieurs années. C'est ce qui m'a permis de connaître mes amis d'enfance, qui le sont toujours aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs amis que j'ai connus dans les 5 premières années de ma vie, les 10 premières années. Et j'ai fait du water polo, j'ai joué au badminton pendant des années, j'ai été entraîneur de soccer également. Donc, j'ai donné des cours de Zumba, donc de danse aussi. On a touché à tout. Oui, toujours été sportive. Aujourd'hui, je fais de la raquette hors piste, je fais quelques appareils de cardio, mais je choisis en fonction des réalités et peut-être de la mobilité aujourd'hui. Parler d'enfance, tantôt, les personnes que vous avez rencontrées, on me dit aussi que vous êtes très fidèle vis-à-vis de vos amis d'enfance. Vraiment. Je suis une personne extrêmement fidèle, non pas seulement envers mes amis d'enfance, mais envers les gens qui me rendent des services, envers mes habitudes, je les conserve depuis toujours. Mes amis d'enfance, j'ai fait un souper ici à la maison le 20 décembre dernier. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas retrouvés. C'est comme si c'était la veille. Pour moi, c'est ça, la vraie amitié. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être toujours en contact. Et je suis très fière de ce que mes amis d'enfance sont devenus aujourd'hui, des mères de famille épanouies avec également des professions vraiment respectables. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir à côtoyer dans le cadre de ma fonction de mes amis d'enfance qui sont dans leur milieu professionnel et je trouve ça vraiment agréable. Parlant d'enfance, vous avez eu un accident, en fait pas de voiture, vous étiez piétonne. Oui, je me suis fait happer. Et effectivement, happée par une voiture. Des séquelles encore aujourd'hui? Bien, je me suis fait happer en traversant un boulevard. Donc, j'étais par la main avec ma cousine qui avait quelques années de plus que moi. Donc, la voiture est passée. En fait, c'est quelqu'un qui avait arrêté pour me faire passer. Et la personne qui suivait, finalement, a décidé de ne pas arrêter et de contourner la voiture. Elle m'a ramassée au passage et a fait un délit de fuite. Donc, aujourd'hui, oui, je pense que plus je vais avancer dans le temps, plus je vais ressentir peut-être des conséquences ou des effets de cet accident-là. Mais de façon générale, j'ai développé de l'arthrose précoce. Donc, quand même très jeune, en 2010, on m'a donné un diagnostic d'arthrose précoce dans les chevilles, le genou et puis au niveau du bas du dos où est-ce que j'ai eu le choc parce que j'ai pas nécessairement une colonne vertébrale parfaite, j'ai pas nécessairement les hanches à la même hauteur. Donc, et ça, c'est en rapport avec cet accident-là. Donc, délit de fuite malheureux. Parce que ça aurait pu être plus grave que ça aussi. Chanceuse dans votre malchance? Vraiment. Oui. J'ai eu la chance, c'est le bon mot, d'avoir des ecchymoses. J'ai quand même fait le trajet en ambulance et puis eu quelques raideurs, mais rien de cassé. Et c'est étonnant quand on pense que justement j'avais 4 ans et que c'est une automobile. Une automobile, ça frappe. Oui. Vous pouvez le dire. J'étais un petit peu enrobée, donc j'étais correcte.
Mais tout ça s'est passé effectivement lors de la visite au chalet d'été, ça. Oui, au lac, j'étais à Alma, donc tout près de la maison de mes grands-parents. Bon. Alors aujourd'hui, on combat, puis on fait toujours face avec son handicap, entre guillemets, de dire, bien, on continue de foncer, là. Certainement. J'ai été sur le comité consultatif de la Société de l'arthrite de l'Est du Québec. J'ai été ambassadrice de la Marche contre la douleur, donc qui s'adresse aux personnes atteintes d'une forme d'arthrite, parce qu'il y a plus de 100 formes d'arthrite diagnostiquées. Alors, c'est une cause qui me tient à cœur. D'ailleurs, l'année passée, je crois, j'ai invité un petit garçon de Baie-Saint-Paul, William Tremblay, qui est venu passer une journée avec moi à l'Assemblée nationale, qui a rencontré mes collègues. Lui, il est atteint d'une forme d'arthrite également. Alors, je veux démystifier parce que c'est invisible. Hein? C'est une maladie que l'on ne connaît pas, mais pourtant qui fait du ravage intérieur. Alors, je vais très bien. Sans médication pour le moment. Ça dépend toujours des jours. Il y a des journées où est-ce que je suis un petit peu plus raide. Est-ce que ça joue? Ça joue. Oui, ça joue, mais on me dit que justement, en avançant, ça va jouer encore plus. Bienvenue dans le club. C'est ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas aller contre le... Non, c'est contre nature, ça, c'est officiel. Les écoles dans votre enfance, c'était ici à Baie-Saint-Paul, donc l'école Forget. Thomas Tremblay. L'école de Saint-Aubin polyvalente aussi. Votre père est enseignant. Oui. Donc, d'un père enseignant, vous vous êtes retrouvé à un moment donné dans la classe où lui enseignait. Oui. Ça devait être assez particulier comme relation père-fille et fille-père par le fait même, surtout dans un contexte classe et non pas résidentiel. J'ai eu mon père en secondaire 3 puis en secondaire 5. J'aimais le taquiner en classe. Je suis quelqu'un, vous me connaissez, justement souriante, enjouée. J'aime encore faire des blagues, détendre les gens de cette façon-là. Alors, je me souviens d'une fois, entre autres, où mon père était en train d'expliquer dans la classe et je m'étais levée pendant ses explications pour aller lui donner un bec sur la joue. Il a dû être déstabilisé, là. Pour faire réagir la classe, faire rire les gens, je le faisais, mais toujours de façon respectueuse, bien évidemment, là. Il arrivait parfois aussi que lorsqu'il voulait faire un peu de discipline, il m'envoyait faire des photocopies ou autre pour pas que justement je sois celle qui le dérange ou qui puisse m'interposer dans cette discipline. Est-ce qu'il était plus sévère vis-à-vis de sa fille que les autres élèves? J'ai pas le sentiment qu'il l'était, mais il devait l'être. Parce que j'avais de bons résultats, par exemple, en classe. Donc, souvent, mes notes, il ne les partageait pas nécessairement ou autre. On essayait de ne pas faire en sorte de créer de différences. Justement, je voulais juste surtout pas être identifiée comme celle qui a un privilège. Donc, non, mon père donnait la matière. Par la suite, les gens pouvaient interagir entre eux et ça se faisait toujours de façon amicale. C'était un enseignant qui était vraiment apprécié. À 2 niveaux, donc au niveau secondaire, des différences entre le premier niveau et le deuxième niveau, parce que là, on a vieilli un peu plus, et ainsi de suite? Bien, c'est sûr qu'en faire des cabanes d'oiseaux puis de faire de l'éducation économique, c'est déjà différent en soi. Oui, c'était totalement différent parce qu'en secondaire 3, on était dans un contexte beaucoup plus manuel, justement. Je ne suis pas la personne la plus manuelle, comme je vous disais tout à l'heure. Mais par contre, c'était fort agréable comme matière. Et en éducation économique, on est totalement dans un autre monde où on est plus, justement, plus près de ce que je fais aujourd'hui et puis de ce qu'on voit dans l'actualité. Là. Après le secondaire, c'est le cégep. Oui. Ça s'est passé à Québec? Au cégep François-Xavier Garneau, oui. C'est quelques années avant que le cégep soit dans Charlevoix. OK, ça, c'est un cours général parce qu'on est allé à l'université. J'ai fait littérature, donc au cégep. J'ai fait beaucoup de littérature québécoise, littérature française. J'écrivais d'ailleurs, on voulait me publier au cégep, de la poésie. Donc j'aimais énormément écrire, j'aime encore le faire. Pendant la période des fêtes, j'ai profité justement d'un moment pour voir si j'étais encore capable de le faire comme avant. Je pense que oui. Donc un jour... Écrire, ça apporte quoi dans le fond? Parce que c'est très intime, écrire, c'est soi-même devant une page, puis on écrit. Est-ce que c'est sur l'environnement? Qu'est-ce qui inspire en termes d'écriture?
Souvent, je vais écrire sur des choses que je ne partage pas nécessairement par rapport à des gens ou encore dans des situations qui viennent me chercher justement profondément. On parlait tout à l'heure de ma grand-mère Simard qui est décédée en ma présence. Lorsqu'elle est décédée, à 4h30 du matin, je me suis retrouvée chez moi devant mon ordinateur vers 6h et je lui ai écrit un poème cette journée-là, poème que j'ai lu lors de ses funérailles. Donc, je vais utiliser des moments pour les mettre sur papier et les exprimer. Est-ce que jeune, on écrivait un journal personnel? Plusieurs journaux. Je les ai d'ailleurs encore ici en bas. Là. Ouais. Oui, j'ai toujours eu un journal personnel que je savais très bien remplir. Je ne me suffisait pas d'une page pour une journée. Et j'écrivais vraiment là, quotidiennement. Ouais. Et c'était très rempli, c'était très précis. J'ai beaucoup de mes premières expériences ou encore les épreuves de la vie qui m'ont forgé, qui sont racontées dans ces journaux-là. Puis avec le recul, quand on relit ça, ça donne quoi comme sensation? Bien, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on relit. Justement, le journal a été important pour moi vers l'âge de 15 ans, entre autres, parce que j'ai vécu un premier deuil, soit celui de mon premier amour. Alors, j'écrivais à tous les soirs comment je me sentais par rapport à cette situation-là. Je crois qu'aucune personne, à l'âge de 15 ans, devrait vivre à la fois son premier amour et le premier décès qui la touche. Et j'ai écrit donc beaucoup dans cette période-là. Je n'ai pas relu nécessairement avec attention ce que j'ai écrit. Par contre, j'ai trouvé quelques petites découpures, des choses qui sont intéressantes. Et un jour, je porterai attention davantage à ça, mais c'est un beau souvenir à conserver. J'en doute pas. Oui. Est-ce que le fait de vivre ce genre d'expérience-là, on devient un petit peu rebelle à l'adolescence ou... Je pense que ça a fait de moi une personne qui est passée de l'adolescence à l'âge adulte. Mais certaines de mes amies m'ont dit un jour qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais à l'âge de 15 ans parce qu'ils n'avaient pas encore vécu de situations similaires de deuil ou autre. Ils m'ont dit à l'âge adulte comprendre qu'est-ce que j'avais justement comme sentiment intérieur à ce moment-là. Non, ça m'a permis de grandir énormément. Ça va faire 30 ans en 2019. C'est en 1989 quand même, mais il y a toujours aujourd'hui des moments qui me font penser à cet événement-là. On est tout près, là, on est aux éboulements, ça s'est passé aux éboulements. J'entends la chanson Hélène de Rock Voisine, je viens avec le sourire aujourd'hui parce que ça me fait penser à cette personne-là qui chantait. Je suis en contact encore avec ses parents, donc ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui et probablement d'avoir cette sensibilité-là. Qui me permet d'être attentive aux gens et de prendre chacun des individus comme étant des personnes à part entière plutôt que des numéros. Alors, l'écriture, très présente dans votre vie. On s'en va à l'université. Là, ça se passe à Sherbrooke. Ça se passe à l'Université de Sherbrooke, en effet. Et dans quelle discipline? Toujours dans l'écriture? En études françaises, donc rédaction française et communication. Donc, j'ai fait une majeure en rédaction, tout ce qui était rédaction journalistique, révision, grammaire normative, production audiovisuelle, au niveau vraiment communication. Et tous les cours au choix et les cours que j'ai pris de deuxième cycle par la suite étaient en marketing. OK. Donc, l'orientation, une fois sortie de l'université, était d'orienter vers le marketing ou vers l'enseignement ou autre? Bien, en fait, pas l'enseignement, parce que justement, ce que j'avais fait n'était pas en lien avec l'enseignement. Par contre, lorsque j'étudiais en rédaction française à l'université, je donnais des cours privés de français à de futurs enseignants qui avaient échoué leur test pour avoir leur licence d'enseignant. Alors, j'étais comme accréditée par la faculté d'éducation et je donnais des séances de cours privés d'environ une dizaine d'heures, si je me souviens bien, pour justement permettre à ces gens-là d'avoir un français qui leur permette. Au lieu d'aller travailler dans un resto comme plusieurs étudiants ou travailler dans des emplois particuliers, c'était quand même assez spécialisé. J'étais aussi sauveteur. J'ai donné des cours de natation depuis pendant plus que 10 ans. Ma plus jeune avait moins d'1 an, ma plus âgée avait près de 100 ans. C'était son cadeau de 100e anniversaire. Elle se payait un cours de natation pour apprendre à nager. Ouais. Et elle a réussi? Bien, avec moi, elle a réussi.
Oui, elle a réussi parce que c'était vraiment agréable. Elle n'avait pas peur de l'eau, rien? Là, non? Non, c'était simplement qu'elle n'avait jamais pris le temps de le faire. Et puis, c'était un beau moment. Donc, j'étais très souvent à l'université dans le bloc sportif donc, également. pédagogue dans tout ça, oui, quand même. Vraiment, j'ai toujours aimé prendre le temps, justement, avec les gens, leur expliquer. C'est ce que je fais encore aujourd'hui, hein, quand je rencontre les citoyens, puis que je ne peux pas nécessairement toujours les aider, bien, je vais leur expliquer pourquoi. Si je peux le faire, je vais leur expliquer vers où se diriger, comment articuler leur dossier ou autre. Alors, pour moi, c'est important qu'une personne qui est devant moi comprenne exactement la situation comme elle est, et ça se fait en prenant le temps, encore une fois. Donc, on quitte l'université. On se lance-tu en affaires immédiatement ou on travaille pour des entreprises? J'ai travaillé pour une entreprise formée par deux des enseignants de marketing que j'avais eus à l'Université de Sherbrooke. Ils ont démarré leur entreprise et puis ils m'ont engagée comme coordonnatrice de projet. J'ai été là pendant plusieurs années. À l'âge de 20 ans, je me suis retrouvée avec 60... Toujours dans la région de Sherbrooke? Oui. OK. Je me suis retrouvée avec une 60aine de personnes à gérer. Donc, c'est moi qui étais responsable de l'embauche. C'est moi qui congédiais malheureusement également. Pendant qu'ils enseignaient à l'université, je m'occupais de leur business finalement. Alors, ça m'a donné le pas pour aller par la suite vers Montréal et où je ne suis pas restée très longtemps et où est-ce que j'avais pas l'intention de rester. dans une grande ville? En fait, je m'ennuyais du Saint-Laurent. C'est spécial de dire ça, mais je cherchais les cours d'eau. Je m'ennuyais des montagnes de notre région natale, Mont-Royal, justement. c'est une butte. C'est pas une montagne. Mais c'est vraiment ça. J'étais en carence. Déjà, à Sherbrooke, je me retrouvais souvent près du parc où il y avait la rivière, etc. Je me posais la question pourquoi j'avais toujours tendance à m'en aller vers les cours d'eau, la nature, etc. Et à Montréal, c'était vraiment ça. J'avais besoin de sortir. J'habitais donc en banlieue de Montréal, près du parc de l'île de la Visitation, parce que j'allais lire là, je me retrouvais là, je faisais du vélo là, j'allais marcher sur le bord de l'eau, mais c'était pas suffisant. De toute façon, trépidante, mais en même temps, on a besoin de s'épanouir dans un autre environnement. Là. Bien, j'aime l'action. Autant j'aime ma quiétude, puis autant j'aime me retrouver justement en toute intimité. J'arrive chez moi, j'ouvre pas la télé, la radio, j'ai jamais de radio chez moi. Je suis bien avec moi-même dans le silence. Le silence, ouais. Avec ma petite bête. On quitte Montréal. Oui. On s'en va à Québec, je crois. Oui, j'ai été recrutée par le groupe Cossette Communication à ce moment-là. Qui est une grosse agence de publicité. Je ne sais pas si elle l'est encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est une des agences maîtres du Canada, même. Oui, effectivement. Et bref, quand je suis allée à Montréal, c'est parce que l'un des enseignants était rendu chez Léger Marketing. Okay. Et il m'a embauchée à Montréal. Alors pour moi, l'expérience est extrêmement importante. C'est pourquoi j'avais accepté de passer par Montréal, d'autant que mon conjoint de l'époque travaillait à Montréal, donc terminait sa maîtrise. Tout cadrait, non pas pour demeurer, parce que j'ai jamais eu l'ambition de demeurer là, mais pour faire un passage, avoir une expérience dans mon curriculum vitae. Quand Cossette m'a invité à joindre l'équipe de Québec en 2001, donc j'ai accepté. On se rapproche tranquillement, pas vite. J'ai accepté, j'ai choisi ce jour-là la qualité de vie plutôt que le salaire et je ne le regrette pas du tout. Ça a été une école extraordinaire pour qu'ensuite je puisse quitter justement cet emploi-là en 2006 pour démarrer à mon compte en décembre. Et là, j'ai assez d'expérience, j'ai assez de connaissances, je me lance en affaires. Exact. Et c'est génial que d'être entrepreneur, que d'être son propre patron. D'ailleurs, je le serai certainement à nouveau un jour. Je trouve que c'est justement, autant il y a des défis, autant il y a de motivation à être son propre patron. Et l'entrepreneuriat féminin, entre autres, est important. Donc, on a une façon de faire différente des hommes. Et ensemble, on peut faire de grandes choses. Et là, c'est à quelque part que la politique est rentrée dans le décor. Comment est arrivée la politique dans tout ça? Je veux dire, tiens, je me présente. Bien, la politique est arrivée par une invitation du parti. Donc, on cherchait à recruter une personne native de la région, idéalement un profil entrepreneurial, de la fin trentaine, début quarantaine, etc. Et je répondais à ces critères-là. Donc, on m'a demandé si j'acceptais d'aller rencontrer l'association. C'est ce que j'ai fait. J'étais curieuse à ce moment-là. Je vous dirais même que lorsque mon père m'en a parlé, je pensais que c'était pour lui et non pas pour moi à la base. Mais
c'est donc une belle invitation que j'ai saisie justement parce que j'étais en recherche marketing depuis près de 20 ans. Je voulais pouvoir faire une différence, sonder la population faisait partie de moi depuis toutes ces années et je trouvais déplorable que notre région soit sans représentation physique. Donc, pour moi, ça a été vraiment un choix du cœur et il n'y en a pas d'autre. Ça a été de vouloir être présente pour ma région et de vouloir essayer de faire cette différence-là que l'on démontre depuis 2014. Mais quand on a pris la décision, on s'en est quand même dans un comté que vous connaissiez, oui, mais contre une personne qui était bien établie, qui était Pauline Marois. Oui, mais la personne n'avait pas d'importance pour moi. La personne n'avait pas d'importance. Donc, le défi de dire, parce que là, elle était à ce moment-là chef de son parti. Première ministre. Et première ministre. Alors, par le fait même, je veux dire, tiens, je m'en vais, là, est-ce qu'on calcule ses chances? Mes chances sont bonnes, sont pas bonnes? Comment qu'on fait face à ce défi-là? En fait, ce que je voulais, c'était de vivre... Il ne faut pas être l'autruche, dans le fond, là, dire la tête dans le sable. Je ne suis pas une bonne autruche. Je ne suis pas du tout de ce genre-là. J'étais consciente, j'avais posé des questions à savoir combien de votes il fallait renverser pour être en mesure de remporter l'élection de 2014. Peu de gens misaient sur, évidemment, le fait que ça puisse se produire. Mais dans tous les cas, mon objectif, comme je l'ai dit aux médias dans ma première entrevue, c'était de faire une campagne terrain le plus près possible des gens et d'être à l'image de la personne que je suis. Et depuis 2014, j'ai continué dans cette veine. Je suis toujours sur le terrain. Pour moi, la campagne de 2014 n'a jamais arrêté depuis 2018. Mais mon objectif premier, c'était certainement de faire la meilleure campagne possible en étant présente sur le terrain, comme je le suis encore aujourd'hui. Et ça a été une belle victoire. Ça a été une très belle victoire, effectivement, et à la surprise de plusieurs. Oui, je pense que c'était inattendu, mais vous, de votre côté, vous avez dû vous former une équipe serrée, parce que là, effectivement, en politique, je pense que c'est du quotidien, c'est du personne à personne, beaucoup de rencontres, stratégie là-dedans. Une personne de marketing, elle a utilisé une certaine stratégie, j'imagine aussi. Bien, je vous dirais que oui, il y a l'équipe qui est très importante parce que l'équipe est en contact au quotidien avec les citoyens. D'ailleurs, j'ai eu de très bonnes personnes dans mon équipe qui ont travaillé à donner le meilleur d'eux-mêmes pendant le temps qu'ils ont été présents. Mais moi, personnellement, ce que je souhaitais et ce que je souhaite toujours, c'est d'être au courant de tous les dossiers. Et ça, c'est pour moi aussi ce qui apporte une différence dans la possibilité et la facilité à être en contact avec les gens, de même qu'à représenter finalement les citoyens à l'Assemblée nationale ou auprès de mes collègues ministres. Pour moi, de savoir exactement ce qu'il y en est dans un dossier, c'est la meilleure façon de le défendre. Effectivement. Plus on connaît ces dossiers, plus on sait où est-ce qu'on s'en va dans puis, le contexte. Vous me parleriez de n'importe quel dossier aujourd'hui, puis je suis en mesure de vous dire où j'en suis, quelles sont les étapes passées, quelles sont les étapes à venir, parce que je reste vraiment en contact avec chacune des personnes, avec chacun des dossiers. D'ailleurs, je donnais récemment l'exemple, il y a des gens qui m'écrivent par Facebook, il y en a beaucoup qui le font. Je dois recevoir certaines journées près d'une vingtaine de messages de citoyens auxquels je réponds personnellement. Et il y a des gens qui, par exemple, vont me dire, bien, je trouve que l'intersection à côté de chez moi est dangereuse. Est-ce que ça serait possible de faire quelque chose ou autre? Et je leur demande leurs coordonnées pour soit faire un suivi, puis c'est moi qui les appelle très souvent quand même, ou qui est en contact avec la personne directement. Ça surprend. Les gens se demandent si c'est moi qui leur réponds sur Internet. Oui, c'est moi qui réponds sur Internet. Je suis la seule à avoir les mots de passe de mon profil Facebook. Mais c'est aussi moi qui veut contacter les gens pour leur parler. Justement, je suis la représentante qu'ils ont choisie. Donc, la proximité, elle doit être à son maximum et l'accessibilité également. On est en pleine année d'élection. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une entrevue de politique, mais quand même, on en est là à l'étape de votre vie. On est en pleine année électorale. Vous êtes réélu par le fait même, donc on représente à nouveau le même comté. Est-ce qu'on a des visées ministérielles possibles?
Si la question est est-ce que moi j'ai des visées ministérielles, je vous dirais que j'ai déjà eu certaines discussions à ce sujet. Je mentionnais encore hier soir sur la Côte-de-Beaupré que pour moi, l'important sera toujours d'être en premier lieu la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ce qui est primordial pour moi, c'est d'être présente, de continuer à être en contact avec le citoyen, justement de ne pas avoir de barrière et qu'il me voie à l'épicerie, qu'il puisse me parler à la pharmacie ou peu importe où je suis, que je fasse partie du quotidien des gens de chez nous pour justement qu'ils aient l'impression, et non pas seulement l'impression, mais la conviction que leur député, c'est leur allié. Alors ça, pour moi, ça sera toujours le plus important. Si le premier ministre décide autrement que de me donner une fonction ministérielle, bien c'est sûr qu'il y a certains ministères avec lesquels je serais plus à l'aise ou j'aimerais davantage, mais on a déjà parlé ensemble, lui et moi, du tourisme, et je trouve que le tourisme représente très bien Charlevoix. Mais en même temps, vous dites que vous voulez être proche de votre monde. Le fait d'être ministre, on dit souvent aussi à ceux qui ont des hauts postes qui sont comme déconnectés par rapport à la population. Est-ce que c'est un danger qui pourrait effectivement survenir tout en étant ministre d'un portefeuille en particulier? J'ai des collègues qui sont très près de leur circonscription et de leur commettant en étant ministre. Je prends l'exemple de ma collègue Véronique Tremblay qui participe énormément à des activités dans sa circonscription. Elle est ministre déléguée maintenant au transport. Alors, je sais que c'est possible d'être en contact avec les gens de chez nous tout en étant ailleurs. Mais le territoire s'agrandit. Déjà dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui inclut l'île d'Orléans, on a 27 municipalités. Alors, 27 municipalités à occuper versus l'ensemble du Québec, c'est pas la même exigence. Non. Mais si j'étais ministre un jour, le plus important serait de prioriser encore les événements qui se font chez nous et les mandats qui se produisent dans Charlevoix. Toujours en tant qu'année électorale, je ne fais pas de prospective à savoir élu ou pas élu, mais si jamais ça n'allait pas dans le sens que vous le voulez, vous n'êtes pas élu, ça serait quoi l'après-carrière? J'ai déjà des gens qui m'ont proposé des emplois, des gens qui aiment justement mon énergie. Dans la région de Charlevoix? Qui aiment, dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, des gens qui aiment justement le fait que je sois une personne d'action et de résultat, parce que non seulement j'agis, mais je livre. Et ça plaît à bien des gens, évidemment. C'est ce qu'on a besoin dans la région. J'espère être réélu. Je ne vous le cacherai pas que c'est mon objectif. Bien, si on est dans une continuité, effectivement. On a beaucoup de dossiers actuellement en cours. Des dossiers, ça se travaille sur plusieurs années. Je donne l'exemple. Lorsque je suis arrivée, moi, je n'avais pas de papier, je n'avais pas de crayon, je n'avais pas de dossier dans mon bureau. Je calcule que ça m'a pris environ 5 mois pour être en mesure d'être efficace et d'avoir tous les documents qui avaient été détruits par ma prédécesseur et son équipe et autres. Alors, je vous dirais que à partir du moment où est-ce que je suis réélue, mon équipe et moi-même, on se retrouve à poursuivre le lendemain. Alors, pour travailler les dossiers, c'est facilitant. Pour être en contact avec les gens, on se connaît tous déjà. Si je suis réélue, et comme je vous dis, j'espère l'être, de toute évidence, je vais travailler avec la même intensité, avec la même volonté. Par contre, si je ne l'étais pas, j'ai des offres d'emploi qui me sont déjà faites. Et il y a tout le volet entrepreneurial qui m'interpelle encore énormément. Vous êtes une personne motivée, vous êtes une personne intense, vous vous dévouez. Par le fait même, je veux dire, on me dit que là, côté santé, il faut prendre soin de soi, là. Qui vous a dit ça? Hein? Vous avez pas... Ben, des fois, on met tellement d'heures qu'on s'oublie. Là, parce que, je suis d'accord avec vous. Je mets 80 et 85 heures semaine à occuper ma fonction, ce qui inclut les courriels, les lectures, justement, la représentation sur le terrain. Je fais du 6 jours sur 7 depuis 2014, à quelques exceptions près. Je n'ai jamais quitté le pays, mis à part pour aller en mission depuis 2014. J'aime être dans Charlevoix, j'aime la circonscription. À Noël, j'étais contente de voir les gens, de leur souhaiter joyeux Noël, etc. Mais c'est sûr que ça prend aussi cette énergie-là que j'ai besoin, finalement. Parce que, dans le fond, le message qu'on passe, c'est pour pouvoir prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi, d'être complètement en forme pour pouvoir faire face à ces fameux défis-là. Je veux dire, c'est des fois, la tête le veut, mais effectivement, est-ce que le corps peut suivre et avoir cette énergie-là? Bien, vous voyez l'énergie que j'ai aujourd'hui. Je sais que pour être
le plus performant possible. Il faut avoir un équilibre. Cet équilibre-là, je le retrouve justement quand je me donne des moments pour moi. Quand je vous disais tout à l'heure, ne pas avoir de radio, ne pas avoir de télévision, être en harmonie avec moi-même ou simplement jouer au frisbee, prendre de la photo ou quoi que ce soit. J'adore faire de la photographie. L'environnement ici, c'est zen? Ça vous Ici, permet? j'arrive ici, mon téléphone cellulaire, jusqu'à ce que les tours du G7 ne rentrent pas ou ne rentrent pas très bien. Ouais. Alors, j'arrive ici, pour moi, là, j'arrive chez moi, je déconnecte totalement. C'est un peu le sentiment que j'ai lorsque j'arrive au chalet au Lac-Saint-Jean. Ouais. Alors que je pensais ne jamais trouver le même feeling et le même sentiment ailleurs que ce que je retrouve lorsque j'arrive au chalet au Lac-Saint-Jean que j'ai en copropriété avec ma mère, où ça fait une demi-heure que je suis là puis que j'ai l'impression que ça fait 2 semaines. Ah. Bien, ici, c'est un peu ça. On décroche rapidement. Puis Totalement, oui. Puis, j'ai pas besoin d'être avec moi-même longtemps pour me recharger. Je me recharge très vite. C'est ça. Et puis, il y a du monde qui ont toujours besoin de personnes, puis il y en a d'autres. Ben oui. J'étais quelqu'un qui avait toujours besoin de gens. Lorsque j'étais au secondaire, ça allait très vite. Mes amis, on était 10, 12, 15 dans les maisons. Maintenant, c'est différent. Oui. J'aime beaucoup plus avoir un contact un à un avec des personnes, être en petits groupes, échanger, toujours prendre le temps. D'être avec la personne et de s'intéresser à cette personne-là. Oui. Avant de vous quitter, j'aimerais ça qu'on fasse une petite entrevue en rafale. J'aime ça. Comme telle. Je vais vous poser des petites questions à la Guilla Lepage pour dire question-réponse. OK. D'accord? Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la vie? La critique. Non fondée, surtout. Qu'est-ce qui vous allume le plus dans la vie? L'authenticité chez quelqu'un. Quand on recherche les qualités chez quelqu'un d'autre, j'imagine que vous allez me répondre l'authenticité aussi? Je peux vous dire la transparence, je peux vous dire l'écoute, le respect surtout. Le respect autant des individus que de l'environnement, que des animaux ou autres. Le respect est extrêmement important pour moi. Et quelqu'un qui ne peut avoir de respect envers une personne n'est pas une personne que j'apprécie dans mon entourage nécessairement ou avec lequel je vais insister pour avoir quelconque relation ou échange. Là. Est-ce qu'on est salé ou on est sucré? On est entre les deux. Entre les deux? Ça dépend des jours. Est-ce qu'il y a un mets en particulier qui est réconfortant pour vous? Mes préférés, c'est définitivement tout ce qui est poisson, sushi, tartare. J'adore la truite, le saumon. Je suis type poisson et légumes verts. Là, j'adore les asperges. Mais réconfortant, c'est sûr que c'est les mets de ma mère. Ma mère est ma meilleure amie. Ma mère, c'est tout pour moi. Ou je pourrais vous dire, mais réconfortant de ma mère, j'adore lorsqu'elle fait sa tourtière, son ragoût. Vous savez, quand j'étais à l'université, puis ça vaut la peine de faire cette parenthèse-là, ma mère me faisait des petits plats. Elle m'écrivait sur chacun des petits plats une pensée ou une parole de motivation. Et j'amenais ça avec moi à l'université à Sherbrooke et j'avais plaisir à choisir mes petits plats en me disant « mais qu'est-ce qui va être écrit dessus? » Et elle m'a fait ça encore récemment. Oh. Quand je suis arrivée ici, elle m'avait fait un petit plat avec un petit mot. Ça ne perd pas ses bonnes habitudes. Hein? Non, puis ça fait toujours aussi plaisir à 40 ans qu'à 20. Est-ce que vous avez des regrets? J'ai pas de regrets. Parce que tout ce qui s'est passé dans ma vie, en fait, a fait en sorte que je sois la personne que je suis devenue. Est-ce qu'il y a certaines choses que je ferais différemment? Peut-être, mais ce n'est pas des regrets pour moi. On est dans un environnement calme. La télévision, y a-t-il des émissions particulières qui vous attirent? Est-ce que vous voulez vraiment la réponse? En fait, je ne suis pas quelqu'un qui écoute les téléromans ou autres, mais ça fera sûrement sourire ma mère si elle écoute l'entrevue également. Justement, je lui disais ça quand j'étais à mon compte en recherche marketing. J'avais invité ma mère parce que j'étais responsable des sondages de développement, de retombées économiques pour les navires de croisière qui empruntent le Saint-Laurent. J'avais invité ma mère à m'accompagner à Bécomo et cette soirée-là, elle m'a fait écouter tout ce qu'il y avait de téléromans. Et je suis restée sur O. Oh. Alors, je le suis, je l'enregistre, je le regarde. Parfois, je l'écoute, mais je ne le regarde pas parce que j'ai de la difficulté à entrer dans une émission de télévision puis à m'en imprégner. Mais j'enregistre. Oh!
Est-ce qu'on aime le cinéma? On aime le cinéma. J'aime bien aller voir un film parfois en langue originale, c'est-à-dire en anglais, si c'est un film américain ou autre, mais j'y vais peu souvent. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a impressionné en tant que film? Impressionné ou un film que... On a aimé, un coup de cœur. Bien, je suis de la génération de Footloose, de Flashdance, de Breakfast Club. Ce sont des films, évidemment, que j'ai encore aujourd'hui en DVD. Mais les films qui me plaisent énormément, ce sont les films aujourd'hui comme Le Peuple migrateur, qui permet de voir justement la migration des oiseaux, expliquer la marche de l'empereur avec les manchots qui justement migrent, où il y a des images qui sont vraiment percutantes puis qui vont venir me chercher justement parce que j'ai un côté artistique où je fais de l'acrylique. J'ai grandi avec une voisine d'en face sur la rue des Cèdres qui est artiste. Ma voisine de chalet au Lac-Saint-Jean est peintre également. Donc, j'ai ce côté artistique-là que j'aime retrouver dans les choses. Vous le voyez d'ailleurs chez moi aujourd'hui. Entouré effectivement de magnifiques œuvres. Est-ce que vous êtes manuel, quand je dis manuel, peinture, acrylique et compagnie, ou bien nos photos? Les deux. Les deux? Mais je préfère de loin prendre des photos que en fait, c'est une question de temps. Si j'avais le temps, je ferais volontiers. Je sortirais à nouveau mon chevalet, mon acrylique et je me lancerais à faire des toiles. Je suis dans le côté abstrait. Je ne suis pas capable de faire de fins détails et autres. Par contre, au niveau de la photographie, j'ai déjà fait des contrats de photos gracieusement. J'ai fait les photos de mariage de mon frère. Je lui ai offert ça, son album, avec, je crois, il y avait 400 ou 500 photos de son mariage. Il a même pris une de ces photos-là pour en faire une toile. Donc, chez lui, dans son domicile, il y a la photo que j'ai prise qui a été peinte par un artiste. Est-ce qu'elle est signée? Non, parce que c'est un artiste. Elle est signée par l'artiste et non pas par la photographe. Mais de façon générale, la photographie me rejoint énormément. Côté musique, quel style qu'on aime? J'aime aujourd'hui, on change avec le temps, hein, ne serait-ce que dans l'environnement ici, c'est très épuré en termes de couleurs, c'est très zen. Avant, j'aimais sur les murs des couleurs plus criantes. J'ai un bleu turquoise que j'ai eu pendant plusieurs années chez moi, que j'adorais et que j'adore toujours, mais que je ne mettrais plus sur mes murs aujourd'hui. Alors, côté musique, c'est un peu la même chose. J'ai toujours été attirée par l'alternatif lorsque j'étais plus jeune. Je suis une fervente du groupe The Cure, je le serai jusqu'à la fin de mes jours, mais j'aime aujourd'hui les chanteurs, avoir la voix en avant-plan. J'aime pouvoir écouter les paroles, mais entendre. Okay. Donc, une Norah Jones, une Lou Doyon, des gens, justement, qui vont nous permettre d'entendre leur voix et où ça ne sera pas camouflé avec plusieurs instruments de musique, l'électronique ou autre. Là. Dans la lecture, on aime les romans, on aime... J'aime bien lire des biographies. J'aime lire des choses qui me rapportent. Les biographies, pour moi, j'ai lu celle de Bob Marley, j'ai lu la biographie de Marie-Soleil Touga, j'ai lu plusieurs biographies dans le passé et je trouve ça toujours très intéressant de le faire. Ça nous permet d'entrer dans la vie de personnalités habituellement publiques ou de gens qui ont marqué notre société. Autrement, je lis peu de romans. J'ai en acheté un cet été qui est, je me souviens plus du titre, mais c'était justement le lendemain des funérailles de mon grand-père. C'était la journée où on nous invitait à acheter un livre québécois. Et c'était comment vivre jusqu'à 100 ans alors que lui venait de décéder à 100 ans et 9 mois. Donc, c'est un clin d'œil à mon grand-père que j'ai fait. C'est le dernier roman que j'ai acheté. Parlant de clin d'œil, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter qui ferait en sorte que vous seriez encore une personne épanouie, qui continuerait d'être heureuse dans la vie et qui a le goût de mordre dans la vie? De poursuivre ce que je fais actuellement, d'être en mesure de justement conserver ce contact-là avec les gens. J'ai besoin d'être en contact avec les gens, ça me nourrit. Ne serait-ce que les échanges me font grandir, nos réalités m'enrichissent. C'est très simple, hein? Je ne suis pas une personne exigeante. C'est ce que j'ai envie et c'est ce que j'ai besoin. Donc, en toute simplicité, ce serait de poursuivre ce que je fais déjà et puis que mon petit chien, on puisse le cloner parce qu'il va avoir
avoir bientôt 10 ans et les années passent vite 14, quand 15, même. 16 ans On ne parlera pas de ça si on veut finir sur une bonne note. Caroline Simard, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer chez vous, dans un bel environnement, zen, et d'apprendre davantage à connaître la personne au lieu de la personne ou le personnage politique, quoi. Bien, ça me fait plaisir, puis je vous dirais que je reçois peu de gens chez moi parce que justement, je préserve mon jardin secret. Pour moi, c'est important justement de garder cette intimité-là, cette quiétude. Et votre présence aujourd'hui, elle est vraiment appréciée. On le fait vraiment de façon ouverte, hein, sans artifice, et puis vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci.